En Charente, l'hiver n'a pas la majesté des neiges. Il a cette humidité grise qui s'accroche aux pierres, qui fait luire les routes, qui épaissit l'air au-dessus des vignes nues. Barbezieux, petite ville posée sur son éperon, vit au rythme des marchés, des charrettes, des conversations qui se répètent d'une porte à l'autre. On y apprend tôt la valeur des choses modestes. Une maison bien tenue, une réputation sans tache, un nom qu'on prononce sans hausser la voix. C'est là, le 2 janvier 1884, que naît Jacques Bouthelot. Il grandit dans une province où l'on observe avant de parler, où l'on juge sans éclat, où l'on préfère la mesure à l'emportement. Une école de retenue, une école de mémoire aussi. Les familles se connaissent, les alliances se font et se défont. Les mariages sont des pactes autant que des élans. Le futur Jacques Chardon vient de ce monde-là, de cette France qui n'a pas encore basculé dans la vitesse du XXe siècle, mais qui en sent déjà les vibrations. La République s'installe, l'instruction progresse, les journaux circulent, et pourtant la vie quotidienne reste faite de rites. On se salue, on se visite, on se surveille. Dans les intérieurs, la lumière est souvent latérale, filtrée par des rideaux, et les phrases, elles aussi, passent par des filtres. On ne dit pas tout, on suggère, on laisse entendre. Plus tard, dans ses livres, cette manière de parler deviendra une manière d'écrire, une prose qui avance à pas feutrés, qui préfère l'allusion à la proclamation, qui traque le tremblement d'une intention derrière une politesse. Bouthelot, adolescent, n'est pas seulement un enfant de province, il est un enfant d'époque. La fin du XIXe siècle en France, c'est une société qui se veut rationnelle et qui reste traversée de passions sourdes, l'honneur, la religion, la politique, les querelles de famille. C'est aussi une société où la littérature a un prestige presque administratif. On lit, on cite, on classe. Les noms d'écrivains circulent comme des monnaies. On peut être pauvre et riche de référence. On peut être provincial et habité par Paris. Dans une ville comme Barbezieux, Paris est loin, mais il est présent dans les livres, dans les journaux, dans les récits de ceux qui y sont montés et qui reviennent avec des manières nouvelles. Le jeune Jacques apprend à regarder, il apprend à écouter, il apprend surtout à sentir ce qui se passe entre les mots, ce qui se joue dans un salon, dans une salle à manger, dans une promenade à deux. La France de son enfance est encore celle où l'on croit que le caractère se forme dans la discipline, dans la tenue, dans la capacité à se contenir. Et lui, très tôt, semble fasciné par cette mécanique intime. Comment un être humain se compose un visage, comment il se fabrique une dignité, comment il se ment à lui-même sans s'en apercevoir. Il y a, dans cette curiosité, quelque chose de moraliste au sens classique. Non pas le donneur de leçons, mais l'observateur des mœurs, celui qui dissèque les ressorts, qui note les contradictions, qui voit la comédie sociale comme un théâtre où chacun joue pour survivre. À l'orée du XXe siècle, la littérature française est un champ de force. Le naturalisme a laissé des traces, le symbolisme a fait son œuvre, et déjà d'autres sensibilités se préparent. Mais pour un jeune homme de province, l'accès à ce monde passe par des étapes concrètes, études, concours, postes, réseaux. La vocation littéraire, en France, n'est pas seulement une affaire d'inspiration, c'est une affaire de placement, de patience, de correspondance, de revues, de rencontres. On écrit des lettres, on envoie des textes, on attend, on recommence, on apprend à se faire un nom. Et justement, le nom. Jacques Bouthelot porte un patronyme qui l'ancre dans une lignée, dans une terre, dans une famille. Mais l'écrivain, lui, va se fabriquer une autre identité. Le pseudonyme Jacques Chardon n'est pas un simple masque, c'est une construction. Un nom choisi, travaillé, comme on choisit une matière. Chardon sonne à la fois rustique et stylisé, un mot qui garde un parfum de campagne tout en se prêtant à la page imprimée. Prendre un pseudonyme,
c'est se donner une seconde naissance. C'est aussi se donner une distance. L'homme privé d'un côté, l'homme public de l'autre. Dans une œuvre qui s'intéressera tant aux chambres closes, aux secrets, aux pactes tacites, ce geste initial a quelque chose de révélateur. Il y a déjà l'idée qu'on ne se livre pas entièrement, qu'on se compose. Avant d'être une figure de la vie littéraire, Chardon est un apprenti de la phrase. Il se forme dans un temps où l'on respecte encore la syntaxe comme une architecture, où l'on croit à la vertu d'une langue claire, tenue, capable de porter des nuances sans se dissoudre. Il lit, il compare, il s'imprègne. Il apprend ce que c'est qu'une cadence. Une phrase peut être un couloir, une phrase peut être une porte, une phrase peut être une chambre où l'on enferme un sentiment pour l'examiner à la lumière. Chez lui, très tôt, la littérature n'est pas un cri, c'est un instrument, un scalpel, une loupe. La province, dans ces années-là de là, n'est pas seulement un décor, c'est une matrice sociale. On y voit de près ce que Paris permet de diluer, les réputations, les alliances, les mariages. Le mariage, surtout, n'est pas une abstraction romantique, c'est une institution, un arrangement, une promesse, parfois une prison, parfois une planche de salut. On se marie pour unir des familles, pour stabiliser une situation, pour donner une forme à la vie. Et dans les intérieurs charentais, derrière les rideaux, derrière les portes, se joue une dramaturgie silencieuse. Les concessions, les rancœurs, les tendresses, les humiliations minuscules. Tout ce matériau, Chardon le garde, il le transforme, il en fera une littérature de l'entre-deux, entre l'aveu et la réserve, entre l'élan et la prudence. Quand il commence à publier, il arrive dans un paysage littéraire où la figure du moraliste a une histoire longue. La Rochefoucauld, la Bruyère. Puis, plus près, ces écrivains qui observent les comportements avec une précision presque scientifique. Mais Chardon n'est pas un moraliste de salon au sens mondain. Il est un moraliste de l'intime. Il ne cherche pas seulement à épingler des travers, il cherche à comprendre comment un sentiment se fabrique, comment il se déforme, comment il se justifie. Il s'intéresse à la psychologie des sentiments, non pas comme un psychologue de laboratoire, mais comme un écrivain qui sait que l'amour, la jalousie, la fidélité, la lassitude ne sont jamais des blocs. Ce sont des mélanges, des températures, des variations. La France d'avant 1914, celle de sa jeunesse, est une France qui croit encore à la stabilité, même si elle essaie les traversées de crises. On parle de progrès, de science, d'avenir. On construit des chemins de fer, on modernise, on s'équipe. Et pourtant, dans les familles, dans les couples, dans les petites villes, les mêmes délicènes se rejouent, les mêmes de malentendus, les mêmes silences. Chardon, lui, se place là, dans ce théâtre domestique où l'histoire avec un grand H semble loin, mais où se forment des tempéraments, des habitudes, des visions du monde. La manière dont on aime, dont on se marie, dont on se sépare, n'est pas seulement une affaire privée, c'est une manière d'habiter la société. Puis vient la cassure de 1914. La guerre, pour toute une génération, n'est pas seulement un événement, c'est une fracture intérieure. Elle accélère le temps, elle change les corps, elle change les mots. Même ceux qui ne sont pas au premier plan du récit héroïque vivent dans une France où l'absence, la peur, la mort deviennent des réalités quotidiennes. Les lettres partent, les lettres reviennent, parfois avec des nouvelles, parfois avec du vide. Les femmes tiennent dire les maisons, les hommes reviennent différents, quand ils reviennent. Et la littérature, après la guerre, ne peut plus tout à fait être la même. Elle a la vue l'abîme, elle a la vue la fragilité des certitudes. Chardon, dans ce monde d'après, ne choisit pas la littérature du fracas. Il ne se jette pas dans l'excès, il fait l'inverse, il resserre, il polit,
Il cherche une forme de calme, une forme d'ordre, comme si la phrase pouvait réparer quelque chose, comme si la mesure pouvait conjurer le chaos. C'est une tentation très française, très classique, répondre à la violence du réel par la discipline de l'écriture. Mais cette discipline n'est pas froide, elle est habitée. Elle est traversée par une inquiétude. Comment vivre après la catastrophe sans se mentir? Comment aimer, comment promettre, comment s'unir quand on sait que tout peut s'effondrer? C'est dans ce climat que paraît, en 1921, Épithalame. Le titre lui-même est un programme. L'épithalame, dans la tradition, c'est le chant nuptial, le poème célébrant le mariage, l'union, la promesse. Un mot ancien, presque cérémoniel, qui évoque des draps blancs, des fleurs, des voix qui bénissent. Mais chez Chardonne, la célébration n'est jamais pure. Elle est traversée de lucidité. Le mariage, chez lui, n'est pas seulement une fête, c'est un pacte. Et un pacte, par définition, contient une part d'ombre, ce qu'on accepte, ce qu'on renonce, ce qu'on ne dit pas. Épithalame installe un territoire, celui de la chambre close, non pas au sens scandaleux, mais au sens littéraire. L'espace où deux êtres se retrouvent face à face, sans public, sans décor social, et où pourtant tout le social est là, infiltré dans leurs gestes. La chambre, c'est l'endroit où l'on croit être libre, et où l'on découvre qu'on est fait de conventions. La chambre, c'est l'endroit où l'on se parle, enfin, et où l'on continue à se cacher. Chardonne excelle à montrer ses micro-mouvements. Une phrase interrompue, un regard qui se détourne, une attention qui se refroidit. Il écrit comme on écoute derrière une porte, mais avec une délicatesse qui ne bascule pas dans le voyeurisme. Il ne cherche pas à humilier ses personnages. Il cherche à les comprendre, même quand ils se trompent. La psychologie des sentiments, chez lui, n'est pas une psychologie spectaculaire. Pas de grandes scènes de jalousie théâtrale, pas de déclarations tonitruantes. Tout se joue dans le presque rien, dans la manière de dire oui, dans la manière de dire bien sûr, dans la manière de se taire. Il y a des écrivains qui font de l'amour une tempête. Chardonne en fait une météo fine, changeante, parfois étouffante. Un ciel bas, une éclaircie, une bruine qui revient, et cette météo, il la relie à la morale, non pas la morale des sermons, mais la morale des choix minuscules. Céder ou résister, flatter ou dire vrai, se donner une image ou se risquer à être vu. Ce qui frappe, dans Épithalame, c'est la sensation d'une prose qui ne veut pas tricher, une prose qui refuse l'emphase, une prose qui préfère la précision à l'effet. On sent l'artisan, on sent quelqu'un qui a travaillé la phrase comme on travaille un meuble. Poncer, ajuster, enlever ce qui dépasse. Il y a là une esthétique de la retenue qui devient une signature. Et cette signature, dans la France des années 1920, trouve un écho. Parce que l'époque, après la guerre, oscille entre deux tentations, l'ivresse et la fatigue. Les années folles, les fêtes, le jazz, la vitesse, et en même temps, dans les consciences, une lassitude, une envie de stabilité, de normalité, de retour à une vie civilisée. Chardonne parle à ceux qui veulent croire que l'ordre intérieur est encore possible. Mais cet ordre, chez lui, n'est jamais naïf. Il sait que le mariage est aussi une scène sociale, qu'il y a des intérêts, des attentes, des rôles, qu'on épouse une personne et, avec elle, un monde, une famille, une classe, une manière de se tenir à table, une manière de parler de l'argent, une manière de considérer les domestiques, les voisins, les gens. La littérature de Chardonne, dès ce moment, est une littérature de la civilisation au sens concret. Comment on vit ensemble, comment on se règle, comment on se limite. Et c'est précisément là que se loge une tension. Cette fascination pour la mesure peut devenir une fascination pour la hiérarchie. Cette quête de calme
peut devenir une peur de tout ce qui déborde. Dans les pages de Épithalame, on entend aussi l'écho d'une France qui se reconstruit. Les maisons se réhabitent, les couples se reforment. On veut croire à la continuité. On veut croire que la vie privée peut être un refuge. Et Chardon, en moraliste, montre que le refuge est fragile. Que la vie privée est traversée par des forces collectives. L'éducation, la religion, la morale bourgeoise, les attentes de réussite, la peur du scandale. Il y a, dans sa manière d'écrire, une sorte de microscope posé sur la bourgeoisie provinciale et ses prolongements. Il ne la caricature pas, il la décrit de l'intérieur, il connaît ses codes, il en a la langue. Le pseudonyme, à ce stade, prend tout son sens. Jacques du Boutelot, l'homme de Charente, devient Jacques de Chardon, l'écrivain qui transforme la province en laboratoire universel. Il ne renie pas son origine, il la stylise, il la rend exemplaire, et il se place dans une lignée, celle des écrivains pour qui la vérité n'est pas dans les grands événements, mais dans les petites aromscènes, où l'on se révèle. Un dîner, une promenade, une conversation au bord d'une fenêtre, un silence après une phrase trop précise. Ce qui se joue aussi, dès 1921, c'est une posture. Chardon n'est pas un romancier de l'aventure, il est un romancier de l'âme. Mais l'âme, chez lui, n'est pas un mystère romantique, c'est un ensemble de mécanismes. Il y a une part presque clinique dans sa manière de décrire les sentiments. Il observe comment une affection se transforme en habitude, comment une admiration devient une dépendance, comment une promesse devient une contrainte. Et il le fait sans cruauté apparente, avec une douceur qui peut tromper, parce que cette douceur est aussi une manière de tenir le monde à distance, de ne pas se laisser emporter. Dans la France littéraire, un livre comme Épithalame n'est pas seulement un objet esthétique, c'est un signe. Il dit « Voici un écrivain qui choisit la nuance, qui refuse les slogans, qui préfère la vérité des demi-teintes. Et cette préférence, dans l'entre-deux-guerres, qui commence, va devenir une marque de distinction. La nuance comme élégance, la retenue comme supériorité, la phrase courte comme preuve de maîtrise. On peut déjà deviner comment cette esthétique, admirable sur le plan littéraire, peut aussi se transformer en attitude sociale, se tenir au-dessus de la mêlée, se méfier des passions collectives, chercher des formes d'ordre. Mais pour l'instant, en 1921, il y a surtout la naissance d'un ton qui ne ressemble pas à une proclamation, mais à une confidence contrôlée. Chardon écrit comme quelqu'un qui sait que la vérité, si elle est dite trop fort, devient suspecte. Il préfère l'insinuation, il préfère la précision, il préfère laisser au lecteur le soin de sentir la gêne, la faille, la petite lâcheté, la petite grandeur, et le lecteur, justement, se sent pris à témoin. On n'est pas devant un roman qui raconte une jeune histoire pour divertir. On est devant un roman qui vous met un miroir dans la main, un miroir poli, sans teint, où l'on se voit sans pouvoir accuser l'auteur de vous avoir agressé. La Charente n'est jamais loin. Même quand le décor n'est pas explicitement celui de Barbezieux, on sent la province dans la manière de considérer les choses, l'importance des apparences, la lenteur des changements, la force des habitudes. On sent aussi une certaine économie de moyens, pas de grands effets, pas de grands mots. Une sobriété qui vient de la terre, du travail, de la vie réglée. Et cette sobriété, transposée dans la littérature, devient une esthétique qui séduira, parce qu'elle donne l'impression d'une vérité sans théâtre. Chardon, à ce moment-là, n'est pas encore l'homme public que l'histoire jugera. Il est un écrivain, en train de se faire, de se placer, de s'installer dans un paysage où les revues, les éditeurs, les salons, comptent autant que les livres eux-mêmes. Mais déjà, il y a cette dualité, l'homme qui scrute les sentiments avec une finesse extrême et l'homme qui cherche une forme de stabilité, de cadre, de bonne tenue du monde.
Dans Épithalame, le mariage est à la fois un champ et une cage, une promesse et une discipline, une union et une négociation permanente. Et c'est peut-être là, dans cette métaphore nuptiale, que se trouve le noyau de tout le reste. Le mariage, c'est l'alliance. C'est le moment où l'on dit oui à quelque chose qui vous dépasse, à une personne, mais aussi à un ordre, à une vie, à une société. On signe, même sans papier, un contrat invisible. Chardonne, en 1920 aucun, en fait une matière littéraire d'une rare finesse. Il montre comment on se persuade, comment on s'arrange, comment on se raconte une histoire pour tenir. Il montre aussi comment la délicatesse peut cohabiter avec l'égoïsme, comment la politesse peut masquer la domination, comment la tendresse peut devenir une manière de posséder. Dans les années qui suivent, ce ton va s'affirmer. Mais déjà, avec Épithalame, il a trouvé sa chambre d'écriture. Un lieu mental où la phrase est courte, où chaque mot pèse, où l'on entend presque le froissement d'un tissu, le craquement d'un parquet, le bruit d'une porte qu'on referme doucement pour ne pas être entendu. La littérature de Chardonne naît de ces bruits-là, de ces détails, de cette conviction que l'essentiel se joue à voix basse. Et dans cette voix basse, il y a une ambition. Non pas l'ambition de conquérir par le scandale ou par la nouveauté tapageuse, mais l'ambition de s'imposer par la justesse, par la capacité à dire ce que beaucoup vivent sans savoir le formuler, la fatigue d'aimer, la peur de perdre, le besoin d'être admiré, la honte de dépendre, la joie aussi, parfois, simple, presque enfantine, quand l'autre vous regarde enfin comme vous voudriez être regardé. Chardonne met tout cela sur la page avec une précision qui donne l'impression d'une confession universelle. On pourrait croire que cette précision protège, qu'un écrivain capable de voir si finement les mensonges du cœur ne se laissera pas prendre aux mensonges du monde. Mais la littérature n'est pas un vaccin, elle est un instrument, et un instrument, selon la main qui le tient, peut servir à éclairer ou à se rassurer. Dans la Charente de son enfance, on apprenait à se tenir, à ne pas faire de vagues, à préférer l'ordre au tumulte. Cette éducation-là, transposée dans l'art, donne une prose admirable. Elle donne aussi une tentation, croire que la civilisation se confond avec la discipline, que la mesure est toujours du côté du bien, que ce qui déborde est forcément suspect. Pour l'instant, pourtant, il n'y a que le livre, et le livre est un monde. Épithalame s'avance comme un chant nuptial qui aurait perdu ses trompettes et gardé seulement le murmure. Un chant où l'on entend, derrière la promesse, le frottement des intérêts, derrière la tendresse, la peur, derrière l'union, la solitude. Un chant moderne, au fond, parce qu'il ne croit plus aux idylles simples, mais qui continue à croire à la valeur de la forme, à la possibilité de dire vrai sans crier. Jacques de Chardonne est né Jacques Boulez-Boutelot, un matin d'hiver charentais, dans une France qui aimait les cadres. En 1921, il signe un livre qui fait du mariage une métaphore de la vie entière. Pacte, promesse, arrangement, vertige. Et dans cette chambre littéraire qu'il vient d'ouvrir, on sent déjà la force et le danger de son talent. Voir l'infiniment petit et chercher par-dessus tout une manière de tenir le monde en place. Paris, au début des années 20, n'a pas seulement changé de visage, il a changé de respiration. La guerre a laissé des trous dans les familles, des béances dans les conversations, et pourtant la ville recommence à produire ce qu'elle produit toujours, des réputations, des écoles, des querelles, des fidélités. Les cafés se remplissent, les journaux s'empilent, les vitrines s'allument plus tôt, comme pour conjurer l'ombre. On danse, on boit, on s'étourdit, et dans le même mouvement, on se surveille, on se classe, on se reconnaît à des signes minuscules, une façon de prononcer un nom, de citer une phrase, de tenir une cigarette. La littérature, ici, n'est pas un loisir,
c'est une monnaie, c'est un passeport, c'est une arme blanche. Chardon arrive dans ce Paris-là avec quelque chose de provincial qui n'est pas une maladresse mais une réserve. Il n'a pas l'exubérance des nouveaux venus qui veulent de se faire remarquer à tout prix. Il a l'art de se tenir, de laisser croire qu'il n'attend rien, alors qu'il attend tout. La place, le rang, la reconnaissance. Il a déjà son territoire, cette chambre close où les sentiments se déplient comme des draps qu'on examine à la lumière. Et il a déjà son ton, une phrase qui ne s'excuse pas d'être simple, mais qui est simple comme un objet bien fabriqué, sans bavure, sans décor inutile. Dans une époque où beaucoup cherchent le choc, l'éclat, la nouveauté tapageuse, cette sobriété devient une singularité. On la remarque, on la respecte, on s'en méfie aussi, parfois, parce que la retenue peut être une forme de domination. Le livre, Épithalame, a fait plus que séduire. Il a donné un signal. Il a dit aux lecteurs et surtout aux autres écrivains qu'il existait, au milieu des cris de l'après-guerre, une littérature qui ne voulait pas crier, une littérature qui se tenait droite, une littérature qui parlait du mariage, de l'union, de la promesse, non pas comme d'un roman rose, mais comme d'un contrat intime où l'on engage sa vie entière, ses habitudes, son orgueil, sa peur, et ce signal, dans l'entre-deux-guerres, trouve des relais, parce que la vie littéraire française est un réseau avant d'être un panthéon, revues, dîners, maisons d'édition, correspondances, recommandations. On n'entre pas seulement par le talent, on entre par les portes, et les portes ont des gardiens. Les revues, à cette époque, sont des petites républiques. Elles ont leurs lois, leurs clans, leur fidélité. On y publie des fragments, des notes, des essais, des portraits. On y règle des comptes avec élégance. On y distribue des brevets de modernité ou de classicisme. Chardon, lui, n'est pas un révolutionnaire de la forme. Il est un restaurateur de la nuance. Il s'inscrit dans une tradition française qui aime la clarté, la mesure, l'observation des mœurs. Il a quelque chose du moraliste ancien, mais sans la pointe aphoristique qui fait claquer la phrase comme un fouet. Chez lui, la phrase ne claque pas. Elle s'insinue, elle s'installe. Elle vous oblige à reconnaître ce que vous auriez préféré ignorer. La part d'intérêt dans la tendresse, la part de vanité dans la fidélité, la part de fatigue dans l'amour. Cette manière de regarder les sentiments devient une signature sociale autant qu'esthétique. Dans les salons, on aime les écrivains qui donnent de l'impression de comprendre les gens. Pas les masses, les gens. Ceux qui sont là, autour de la table, dans la lumière des lampes, avec leurs alliances aux doigts, leurs secrets dans la gorge, leurs ambitions sous les politesses. Chardon, avec son art de la demi-teinte, devient un écrivain qu'on cite pour se reconnaître. On se dit « il a vu ». Et cette reconnaissance-là est précieuse, parce qu'elle vient d'un milieu qui se pense comme le centre de la civilisation française. La bourgeoisie cultivée, les éditeurs, les critiques, les académies de fait. Un monde où l'on se donne des airs de liberté, mais où l'on adore les hiérarchies. Il y a aussi dans ces années une soif de normalité qui n'ose pas toujours dire son nom. Après l'hécatombe, après la boue, après les gueules cassées, après les deuils interminables, beaucoup veulent s'en croire que la vie peut redevenir réglée, qu'on peut se marier, avoir des enfants, tenir une maison, lire le journal, aller au théâtre, comme avant. Chardon, avec son obsession de l'ordre intérieur, parle à cette soif-là. Il ne la flatte pas grossièrement. Il la rend respectable. Il lui donne une langue. Et quand on donne une langue à un désir collectif, on gagne plus qu'un public, on gagne une place. La place, justement. Dans l'entre-deux-guerres, la place d'un écrivain se fabrique à la fois sur la page et hors de la page. Il faut publier, bien sûr, mais il faut aussi être vu, être invité, être commenté, être défendu.
Les maisons d'édition jouent quand un rôle de filtre et de tremplin. Un éditeur, ce n'est pas seulement un imprimeur, c'est un stratège. Il choisit des auteurs comme on compose une famille, avec ses héritiers, ses cousins, ses alliances. Chardonne, en s'installant, devient un nom qui rassure. Un styliste, un homme de tenue, un écrivain qui ne fera pas scandale par des excès de langage, mais qui peut faire scandale autrement, plus subtilement, en révélant ce que les gens cachent sous leur bonne de manière. Et puis, il y a les prix, les articles, les chroniques. La critique littéraire, à cette époque, a un pouvoir qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Un papier bien placé peut faire monter un livre comme une marée. Un silence peut le noyer. On lit les critiques comme on lit des bulletins de santé. On y cherche des signes. Il est des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Chardonne, avec sa prose de l'intime, se glisse dans une zone favorable. Il n'est pas un agitateur politique, du moins, pas encore. Il n'est pas un avant-gardiste qui méprise le lecteur. Il n'est pas un romancier populaire. Il est un écrivain pour ceux qui veulent se sentir intelligents sans être bousculés. Et cette niche, en France, est vaste. Elle est puissante. Elle a des relais. Dans les dîners, on parle de littérature comme on parle de diplomatie. On pèse les mots, on évoque des noms, on compare des styles, on raconte des anecdotes qui sont des messages codés. Chardonne, dans ce théâtre, a un avantage. Il sait écouter, il sait se taire, il sait laisser l'autre parler, se révéler, se trahir. C'est une compétence d'écrivain, mais aussi une compétence sociale. Le moraliste n'est pas seulement celui qui écrit, c'est celui qui observe les mécanismes de prestige, les petites humiliations, les alliances invisibles. Et l'entre-deux-guerres est une époque d'alliances, alliances littéraires, alliances mondaines, alliances idéologiques, qui se cherchent sans se dire. Car la France des années 20 et 30 n'est pas seulement une fête prolongée. C'est une société inquiète. La victoire de 1910-Huit n'a pas apporté la paix intérieure. Elle a apporté une fatigue, une peur de recommencer, une obsession de la sécurité. On parle de l'Allemagne, on parle des réparations, on parle des frontières, on parle aussi de la Russie, de la révolution, de la peur du désordre social. Les grèves, les tensions, les crises économiques, tout cela travaille les esprits. Et dans ce climat, la tentation de l'ordre devient plus qu'un goût. Elle devient une idéologie diffuse. Chardonne, qui aime la mesure, qui aime les cadres, qui aime la civilisation au sens des manières, se trouve naturellement en affinité avec cette tentation. Ce n'est pas encore une compromission. C'est une pente douce, la plus dangereuse. Son œuvre, pendant ces années, consolide ce qu'on pourrait appeler une morale de la nuance. Il écrit sur les sentiments, mais les sentiments chez lui ne sont jamais séparés de la société. Aimer, c'est aussi appartenir. Se marier, c'est aussi se classer. Désirer, c'est aussi se juger. Il y a dans ses livres une attention constante à la texture des milieux. La bourgeoisie provinciale, ses prolongements parisiens, ses codes, ses peurs. Il ne fait pas de sociologie, il fait mieux. Il fait sentir. Il montre comment une phrase prononcée à table peut décider d'une vie. Comment un regard peut être une condamnation. Comment une politesse peut être une arme. Et cette capacité à faire sentir devient une posture d'autorité. On commence à le lire non seulement comme un romancier, mais comme quelqu'un qui sait ce que sont les hommes et les femmes. Un moraliste moderne. Le mot est important. En France, le moraliste n'est pas forcément un prêcheur, c'est un analyste des comportements. Et l'analyse, quand elle est yeux fine, donne une impression de supériorité. Celui qui analyse semble au-dessus. Il semble immunisé. Il semble voir clair là où les autres se trompent. C'est une illusion, bien sûr, mais c'est une illusion séduisante, pour l'auteur comme pour son public. Dans les années 30,
La vie littéraire se politise de plus en plus, même quand elle prétend ne pas l'être. Les écrivains prennent position, signent des pétitions, se regroupent, se déchirent. Les journaux deviennent des champs de bataille. Les mots ordre, décadence, civilisation, barbarie circulent comme des pièces de monnaie usées, mais encore acceptées partout. Chardon, lui, continue de parler bas. Il continue de préférer l'intime. Et pourtant, ce choix même devient un signe politique, parce que refuser le fracas, dans une époque de fracas, c'est déjà choisir un camp, celui de la continuité, de la tradition, de la méfiance envers les mouvements de masse. Il y a une scène typique de ces années d'Obela. Un salon, des fauteuils, des verres, des livres posés sur une table basse, et au milieu de la conversation, quelqu'un prononce le mot « civilisation » avec une gravité presque religieuse. On ne parle pas seulement des arts, on parle d'un monde qui se sent menacé, menacé par la modernité, par la vitesse, par l'Amérique, par le communisme, par la crise. Et dans ce monde, l'écrivain qui incarne la mesure devient un symbole rassurant. Chardon, sans avoir besoin de hausser la voix, devient l'un de ces symboles. Sa centralité dans la vie littéraire de l'entre-deux-guerres se construit ainsi, par les livres, par le style, par les relations, par une image. L'image d'un homme qui sait ce qu'il fait, qui ne se laisse pas emporter, qui tient la phrase comme on tient une maison, propre, ordonnée, sans débordement. Cette image plaît aux éditeurs, aux critiques, aux lecteurs qui se reconnaissent mais dans cette discipline. Elle plaît aussi à ceux qui, derrière la discipline, cherchent une justification à leur propre peur du désordre. Et pourtant, il y a quelque chose de paradoxal dans cette ascension. Plus Chardon devient un spécialiste de l'intime, plus il devient un personnage public. Plus il dissèque les sentiments à voix basse, plus son nom circule à voix haute. La chambre close devient une vitrine. La phrase courte devient un signe de distinction. On le lit pour apprendre à se comprendre, mais aussi pour apprendre à se tenir. La littérature, ici, n'est pas seulement un miroir, elle est un manuel de savoir-vivre intérieur. Et un manuel, même subtil, finit toujours par produire des normes. Dans les cercles littéraires, on aime les écrivains qui donnent l'impression d'être de bonne compagnie. Chardon, avec sa retenue, correspond à cette attente. Il n'est pas l'écrivain qui renverse la table. Il est celui qui la remet droite. Et remettre la table droite, dans une époque où beaucoup veulent pile la renverser, c'est un geste qui attire des alliés parfois inattendus, des alliés qui ne lisent pas seulement pour le plaisir, mais pour trouver des arguments, des justifications, des manières que de dire, voyez, la vraie France, c'est cela. La vraie civilisation, c'est cela. La crise de 1929, puis ses répercussions, ajoutent une couche d'angoisse. L'argent devient un sujet plus brutal. Les faillites, les déclassements, les humiliations économiques se traduisent en humiliations morales. Et Chardon, qui a toujours su que l'argent est un sentiment déguisé, que la sécurité matérielle est une forme d'amour-propre, trouve là une matière qui renforce sa position. Il n'a pas besoin de faire de grands romans sociaux. Il lui suffit de montrer comment une inquiétude financière se transforme en froideur conjugale, comment une peur de perdre son rang se transforme en dureté, comment une ambition se déguise en vertu. C'est là que sa psychologie des sentiments devient plus qu'une technique littéraire. Elle devient une manière de lire le monde. Tout est affaire de tempérament, de caractère, de tenue. On explique les drames par des faiblesses intérieures, par des erreurs de jugement, par des illusions. C'est une manière élégante de penser, et c'est aussi une manière dangereuse, parce qu'elle peut minimiser la violence des structures, la brutalité des événements, la force des idéologies. Quand on a l'habitude de tout ramener à la chambre, on risque de ne pas voir l'armée qui marche dans la rue. Mais dans les années de 30, avant la catastrophe, cette manière de penser est encore un luxe.
On peut encore croire que la littérature est un refuge. On peut encore croire que la France, malgré ses crises, reste un pays où l'esprit gouverne. On peut encore croire que les écrivains, par la seule qualité de leur style, tiennent une forme de pouvoir moral. Chardon, en moraliste reconnu, bénéficie de cette croyance. Il est invité, lu, commenté. Il appartient à ce monde où l'on se passe des livres comme on se passe des cartes de visite. Et puis, il y a la question du pseudonyme, qui continue de jouer son rôle. Jacques Chardon n'est pas seulement un nom d'auteur, c'est une marque de fabrique. Une identité littéraire qui se détache de l'homme privé. Cette séparation, au début, protège. Elle permet de garder une zone d'ombre, mais elle crée aussi une tentation, croire que l'écrivain est un personnage autonome, presque irresponsable, comme si la phrase pouvait flotter au-dessus des actes. Dans l'entre-deux-guerres, beaucoup d'écrivains jouent à ce jeu-là. L'homme public se drape dans l'art se drape dans la nuance, et la nuance devient un alibi. Chardon n'est pas un tribun. Il n'a pas le goût des grandes déclarations. Il préfère les notations, les portraits, les jugements discrets. Mais ces jugements, justement, ont un poids. Parce qu'ils viennent d'un homme qu'on considère comme lucide. Et la lucidité, quand elle est reconnue, devient une autorité. On écoute celui qui voit. On lui prête une sagesse. On oublie qu'il voit surtout ce qu'il a bien appris à voir. Les mécanismes intimes, les codes sociaux, les petites hypocrisies. On oublie qu'il peut être aveugle à d'autres choses, à la violence collective, à la propagande, à la séduction des régimes qui promettent l'ordre. Dans les conversations de l'époque, un mot revient souvent, comme un refrain. Décadence. On l'applique à tout, aux les mœurs, à la politique, à l'art moderne, à la jeunesse. C'est un mot qui permet de transformer une inquiétude en diagnostic. Et un diagnostic appelle un remède. Chardon, par son esthétique de la retenue, par son admiration pour la tenue, se trouve du côté de ceux qui cherchent le remède dans la restauration. Restaurer la langue, restaurer les valeurs, restaurer une certaine idée de la France. Ce n'est pas encore un programme politique explicite, c'est une sensibilité qui dans les années de 30 se charge d'électricité. La montée des périls en Europe, les tensions internationales, les fractures internes françaises, tout cela fait que la littérature n'est plus seulement un art, elle devient un champ de responsabilité. Chaque écrivain, qu'il le veuille ou non, est sommé de se situer. Et Chardon, qui a construit sa réputation sur l'idée qu'on peut comprendre l'humain par la finesse, se retrouve dans une situation étrange. Plus l'histoire accélère, plus sa méthode semble insuffisante. La chambre close ne suffit plus. Le mariage comme métaphore ne suffit plus. Et pourtant, il s'y accroche, parce que c'est son instrument, parce que c'est sa manière de tenir le monde en place. Il y a, dans cette période, une consolidation de son prestige qui ressemble à une installation dans un fauteuil. Un fauteuil confortable, bien placé, dans une pièce où l'on parle bas, où l'on juge avec élégance, où l'on se croit protégé des tempêtes. On continue d'écrire, de publier, de fréquenter. On continue de croire que la civilisation est une affaire de style. Et quand on croit cela, on finit par confondre la beauté d'une phrase avec la justesse d'un choix. Le paradoxe, c'est que cette ascension, cette centralité, cette reconnaissance sont aussi une préparation involontaire. Plus Chardon devient une figure, plus ses gestes futurs auront du poids. Plus il était reconnu comme moraliste, plus ses aveuglements, quand ils viendront, seront lourds. Parce qu'on ne pardonne pas facilement à celui qui a prétendu comprendre. Dans l'entre-deux-guerres, il y a encore des après-midi tranquilles, des dimanches où l'on lit, des soirées où l'on discute de littérature comme si le monde était stable. Chardon est l'un des écrivains de cette stabilité rêvée.
Il écrit pour ceux qui veulent croire que l'ordre intérieur peut résister à l'ordre extérieur qui vacille. Il écrit pour ceux qui pensent que la civilisation se défend par la mesure. Et il devient peu à peu l'un des visages de cette croyance. Le mariage, chez lui, reste la grande métaphore. L'alliance, le pacte, la promesse. Dans ses livres, on voit des êtres qui s'unissent pour se protéger du chaos, et qui découvrent que l'union elle-même produit ces chaînes. On voit des couples qui cherchent la paix et qui fabriquent dans des silences. On voit des familles qui veulent la respectabilité et qui produisent donc des mensonges. C'est d'une justesse troublante, et c'est aussi, déjà, une manière de penser la société entière, comme une maison qu'il faut tenir, coûte que coûte, quitte à fermer les fenêtres. À mesure que les années 30 avancent, les fenêtres, justement, vont devenir dangereuses. On entendra des bruits d'eau dans la rue. On verra des drapeaux. On lira des communiqués. On sentira que la phrase courte, la chambre close, la nuance, ne suffisent plus à protéger. Mais pour l'instant, Chardon est encore dans la lumière tamisée des lampes, dans le bruissement des pages, dans la circulation des noms. Il est installé. Il est reconnu. Il est, aux yeux de beaucoup, un garant de la bonne littérature, celle qui ne se compromet pas avec le tapage. Et c'est là, dans cette installation même, que se forme une habitude, l'habitude de confondre la retenue avec la vertu, la hiérarchie avec la civilisation, la peur du désordre avec la sagesse. Une habitude douce, une habitude polie, une habitude qui, quand l'histoire se mettra à frapper à la porte, ne saura pas toujours distinguer l'ordre nécessaire de l'ordre imposé. Juin 1940 n'entre pas dans une vie comme une date de manuel, il entre comme un bruit de bottes sur des pavés qu'on croyait éternels, un bruit de moteur, de charrettes, de valises traînées, de portes qu'on claque trop vite, de radios qu'on monte trop fort pour couvrir la peur. La France, soudain, n'est plus ce pays qui discute, elle devient un pays qui fuit. Les deux routes se remplissent d'une foule sans visage, et dans cette foule, il y a des familles entières, des vieillards, des enfants, des bourgeois avec des draps noués, des paysans avec des cages d'oiseaux, des employés avec des dossiers qu'ils ne liront plus. L'air sent la poussière, l'essence, la sueur. Le ciel est trop vaste pour une telle panique. Pour un écrivain formé avant 1914, élevé dans l'idée que la civilisation est une architecture de gestes, de phrases, de lenteur, ce choc n'est pas seulement politique, c'est une humiliation intime, une défaite du décor. On a beau avoir disséqué l'orgueil, la jalousie, la fatigue des couples, on n'a pas appris à regarder un État s'effondrer en quelques semaines. Et quand un monde s'écroule, chacun cherche un point fixe. Certains le trouvent dans la résistance, d'autres dans l'exil, d'autres dans la résignation, et d'autres encore dans une igondée plus dangereuse parce qu'elle ressemble à une vertu, l'ordre. L'ordre, en 1940, a un visage officiel, Vichy, une France qui se dit nouvelle, et qui en réalité promet de remettre les pendules à l'heure d'avant, de punir les décadences, de restaurer les hiérarchies, de réapprendre la discipline. Le maréchal Pétain parle comme un grand-père sévère. Il promet la protection en échange de l'obéissance. Il promet la paix intérieure en échange du silence. Et beaucoup, épuisés, veulent y croire. Parce que croire, c'est respirer. Dans ce climat, l'écrivain n'est plus seulement un homme de livre. Il devient une pièce de théâtre nationale. On le regarde, on l'écoute, on l'utilise. La moindre phrase publiée, la moindre signature, la moindre présence à un dîner peut devenir un acte. Avant, on pouvait se réfugier dans la nuance. Maintenant, la nuance est suspecte. Elle ressemble à une fuite. Et la retenue, si elle n'est pas clairement du côté de la dignité,
peut être interprété comme une complaisance. Chardon, lui, a passé des années à faire de la chambre close un laboratoire. Il a appris à croire que les drames humains se jouent dans les demi-teintes. Un mot de trop, un silence, une politesse qui blesse. Il a appris à se méfier des grands mots. Et voilà que l'époque n'est plus faite que de grands mots. Révolution nationale, Europe nouvelle, collaboration, bolchevisme, civilisation. Des mots qui ne décrivent pas. Ils commandent. Des mots qui ne cherchent ni pas à comprendre. Ils cherchent à entraîner. Il y a chez lui une tentation ancienne, celle de confondre la civilisation avec la bonne tenue, avec la continuité, avec une certaine idée de la France bourgeoise, cultivée, ordonnée, qui se pense comme le cœur du pays. Cette tentation, en temps normal, produit des livres subtils, des portraits précis, une morale de l'intime. En temps de catastrophe, elle peut produire autre chose. Une adhésion à ceux qui promettent de tenir la maison, même si pour la tenir, ils en murent les fenêtres. L'occupation, c'est aussi une géographie. Paris n'est plus Paris. Paris est une ville où l'on marche en regardant les affiches, où l'on lit les journaux avec méfiance, où l'on entend une langue étrangère dans les cafés, où l'on voit des uniformes à chaque coin de rue. Les vitrines sont plus sombres, les repas plus maigres, le charbon manque, l'hiver mord, on fait la queue, on échange des tickets, on apprend à vivre avec la pénurie comme avec une nouvelle morale, celle de la débrouille, du marché noir, des petits arrangements. Et dans cette ville, la vie littéraire continue. C'est cela qui choque parfois quand on relit ces années. Les dîners continuent, les revues continuent, les conversations continuent. On parle de style pendant que des gens disparaissent. Les écrivains, eux, sont pris dans un piège particulier. Publier, c'est accepter des circuits contrôlés. Se taire, c'est disparaître. Parler, c'est risquer de servir. Et certains se persuadent qu'ils peuvent sauver quelque chose. La langue, la culture, l'idée de la France, en restant présent, en restant visible, en restant raisonnable. C'est une justification qui a l'air noble. Elle peut devenir un alibi. Chardon n'est pas un homme de barricade. Il n'a pas le tempérament du clandestin. Il n'a pas non plus, semble-t-il, le goût du martyr. Il a le goût de la continuité, de la conversation, de la société des lettres comme d'un club où l'on se reconnaît à la qualité des phrases. Et l'occupation, précisément, va transformer ce club en terrain miné, parce que les Allemands et les autorités françaises qui collaborent comprennent de très vite l'importance symbolique des écrivains. Un écrivain, ce n'est pas un soldat, mais c'est une caution de civilisation, une preuve que tout continue. Alors on invite, on flatte, on propose des voyages, des rencontres, des tribunes. On organise des événements où l'on mélange culture et politique comme on mélange un alcool fort dans un café. Ça passe mieux. Et dans ce monde-là, l'écrivain qui aime la mesure peut se croire à l'abri, parce qu'il ne crie pas, parce qu'il ne fait pas de slogan. Mais l'époque n'a pas besoin de slogan. Elle a les besoins de signatures. Le basculement pour Chardon se fait dans cette zone grise, où l'on croit choisir la littérature et où l'on choisit, en réalité, une place dans un dispositif, une place dans une mise en scène. Il y a des fréquentations, des gestes publics, des textes, des prises de position qui, mis bout à bout, dessinent une orientation. Et cette orientation, après 1944, sera lue comme une faute, pas une erreur de goût, une faute. Ce qui rend la chose plus troublante, c'est que l'homme qui a tant écrit sur l'alliance, sur le pacte intime, sur la promesse du mariage, se retrouve à vivre dans une époque où les alliances ne sont plus des métaphores. Elles sont des réalités brutales. On s'allie pour survivre, on s'allie pour obtenir du papier, du chauffage, une autorisation. On s'allie pour publier, on s'allie pour être protégé. Et l'alliance, ici,
n'a plus rien de romantique. Elle est un contrat avec le temps, avec la peur, avec la force. Dans les salons de l'occupation, on parle bas, encore plus bas qu'avant. On pèse les mots, non plus par élégance, mais par prudence. On sait que les murs ont des oreilles. On sait que les amitiés peuvent être des pièges. On sait que la police française, la Gestapo, les services de renseignement, tout cela existe, tout cela circule. Et pourtant, on continue de se voir, parce que l'habitude est plus forte que la honte, parce que la sociabilité est une drogue, parce que, pour certains, être privé de conversation est une forme de mort. Chardon, dans ce milieu, garde son style. Il ne devient pas un propagandiste tonitruant. Il reste l'homme de la phrase tenue, de la remarque froide, du jugement qui semble venir d'une sagesse ancienne, et c'est précisément ce qui le rend utile. Un excité, on s'en méfie. Un styliste, on l'écoute. Un moraliste, on le cite. Il donne l'impression que l'époque, malgré tout, reste gouvernée par l'esprit. Il donne l'impression que la collaboration n'est pas une capitulation morale, mais une politique de raison, une politique de civilisation. Le mot civilisation, dans ces années, est une arme. On l'emploie pour opposer l'Europe à l'Asie bolchevique, pour opposer l'ordre à la révolution, pour opposer la culture à la barbarie. Et l'ironie tragique, c'est que ce mot peut être prononcé dans une ville où l'on rafle des familles, où l'on humilie des hommes, où l'on déporte. Le mot civilisation devient un rideau. Derrière le rideau, on ne veut pas regarder. Chardon, qui a tant regardé les sentiments, se met à regarder l'histoire avec les lunettes de ses préférences. Il voit la défaite comme la preuve d'une décadence intérieure. Il voit dans Vichy une restauration possible. Il voit dans l'Allemagne, ou du moins dans l'idée qu'il s'en fait, une puissance d'organisation, une énergie, une discipline qui fascine ceux qui ont peur du chaos. Il ne voit pas, ou il ne veut pas voir, ce que cette discipline coûte. Il ne voit pas que l'ordre peut être une violence. Il ne voit pas que la hiérarchie peut être un crime. Et puis, il y a l'antisémitisme d'époque, ce poison ancien, mondain parfois, insinué dans des conversations, dans des clichés, dans des évidences de salon. Il ne naît pas en 1940. Il était là depuis longtemps, dans une partie de la société française, sous des formes diverses. L'occupation lui donne un cadre légal, une brutalité administrative, une efficacité. Et là encore, l'écrivain qui se croit au-dessus des passions peut se retrouver à répéter des idées qui, dans la bouche d'un homme de lettres, prennent une allure de jugement raisonnable. C'est l'un des mécanismes les plus sinistres de ces années. La haine, quand elle est vite bien écrite, paraît presque acceptable. La vie quotidienne, pendant ce temps, continue de serrer la gorge. Les restrictions, les couvre-feux, les contrôles, les lettres qu'on ouvre, les téléphones qu'on écoute, les trains qui partent, les trains qui ne reviennent pas, les rumeurs, les arrestations, les exécutions, et au milieu de cela, des pages imprimées, des livres, des articles, des chroniques. La littérature devient un objet ambigu. Elle peut être un refuge, elle peut être une résistance, elle peut être une collaboration. Parfois, elle est tout cela à la fois, selon qui la lit et qui la publie. Chardon, en choisissant de rester dans le jeu public, accepte que son nom circule dans un espace contaminé. Il accepte les règles implicites. Ne pas trop critiquer, ne pas trop déranger, ne pas trop rappeler ce qui se passe vraiment. Et il y a, dans cette acceptation, quelque chose qui ressemble à sa morale intime. Éviter le scandale, éviter la rupture, préserver la forme. Comme dans un mariage où l'on préfère sauver les apparences plutôt que de nommer la vérité. Sauf qu'ici, les apparences ne sont pas seulement des apparences. Elles sont une politique. Elles servent à faire croire que la France consent. Elles servent à faire croire que les élites approuvent. Elles servent à faire croire que l'occupation
est une parenthèse gérable, presque civilisée, et chaque écrivain qui continue de briller dans les dîners, chaque écrivain qui accepte d'être présent, ajoute une couche de vernis. On pourrait imaginer que l'homme qui a tant écrit sur la lucidité, sur la capacité de voir les ressorts cachés des êtres, aurait perçu le piège. Mais la lucidité psychologique a ses limites. Elle est assez redoutable pour comprendre un couple, une famille, un milieu. Elle est les moins efficaces face à une machine politique qui manipule les symboles, qui distribue les récompenses, qui menace, qui séduit, qui punit. Et surtout, elle est impuissante quand elle rencontre un désir profond, le désir d'ordre, le désir de continuité, le désir de ne pas être déplacé. Car il y a aussi cela, l'âge. Chardon a plus de 50 ans quand la guerre éclate. Il appartient à une génération qui a connu la belle époque, qui a vu 1914, qui a traversé l'entre-deux-guerres, avec ses peurs et ses nostalgies. Pour certains de ces hommes, 1940 n'est pas seulement une défaite militaire. C'est la confirmation que le monde moderne est une catastrophe. Et quand on croit que le monde moderne est une catastrophe, on est prêt à accepter des remèdes extrêmes, pourvu qu'ils promettent de restaurer une forme de passé. La tentation, alors, est de transformer l'histoire en morale. De dire, si nous avons perdu, c'est que nous avons été faibles. Si nous avons été faibles, c'est que nous avons été corrompus. Si nous avons été corrompus, c'est que nous avons oublié la discipline. C'est une chaîne logique séduisante. Elle a l'air claire. Elle a l'air française même, dans sa manière de faire de la défaite une leçon. Mais elle est fausse, ou plutôt, elle est dangereusement incomplète. Elle efface l'agression. Elle efface la violence. Elle efface la responsabilité de l'occupant. Elle déplace la faute sur les vaincus, comme si la guerre était un examen de bonne conduite. Dans ce déplacement, Chardon trouve une cohérence avec son œuvre. Il a toujours cherché la faute intime, la faille intérieure, le petit mensonge qui devient un destin. Il applique ce schéma à un pays. Et un pays, ce n'est pas un couple. Un pays, ce n'est pas une chambre. Un pays, c'est aussi des forces, des armées, des intérêts, des idéologies meurtrières. En ramenant tout à la morale, on se donne l'illusion de comprendre. Et l'illusion de comprendre est parfois plus confortable que la vérité. Pendant l'occupation, les écrivains se divisent, se surveillent, se jugent. Certains entrent dans la clandestinité, écrivent sous pseudonyme, impriment la nuit, risquent lier la prison, la torture, la mort. D'autres se taisent, se retirent, attendent. D'autres encore s'exposent, prennent la parole, fréquentent les lieux où il ne faudrait pas être vus. Et ces choix, après coup, seront simplifiés, durcis, transformés en catégories. Mais sur le moment, ils se font dans un brouillard de peur, d'orgueil, de calcul, de fatigue. Chardon, lui, ne choisit pas le silence, il ne choisit pas l'ombre. Il reste dans la lumière, une lumière sale, une lumière d'époque où les lampes éclairent le mal et où les visages semblent plus pâles. Il continue d'être un homme de lettres reconnu, et cette reconnaissance devient un piège. Plus on est reconnu, plus on se croit indispensable. Plus on se croit indispensable, plus on se persuade que sa présence est un service rendu à la culture. Et plus on se persuade, plus on s'enfonce. Il y a une scène mentale qui revient souvent quand on pense à ces écrivains compromis, celle du bureau. Un bureau en bois, des papiers, une plume, une lampe. On imagine l'homme seul, écrivant, pesant ses mots. On imagine qu'il a le temps de réfléchir. Mais l'occupation n'est pas seulement une affaire de conscience, c'est une affaire de milieu. On écrit aussi pour être lu par ceux qui comptent. On écrit pour rester dans le cercle. On écrit pour ne pas être exclu. Et l'exclusion, pour un écrivain mondain, n'est pas un détail. C'est une chute sociale, une disparition symbolique. La littérature, qui était une monnaie,
devient une monnaie de guerre. On paye avec des articles, on paie avec des préfaces, on paie avec des présences, on paie avec des silences, et Chardon, qui a toujours compris les mécanismes de prestige, se retrouve à les servir dans un contexte où le prestige est contaminé. Il continue de jouer au jeu des alliances, mais les alliances ne sont plus seulement littéraires. Elles sont politiques, elles engagent des vies. Le plus cruel, c'est que son œuvre, à ce moment-là, pourrait presque servir de contrepoint moral. Il a écrit sur la fragilité des promesses, sur la manière dont un pacte intime peut devenir une prison. Il aurait pu reconnaître la prison. Il aurait pu reconnaître que l'alliance avec l'occupant, même présentée comme une nécessité, est une chaîne. Mais il y a, chez lui, une fidélité à une certaine idée de l'Europe, de la culture, de la hiérarchie, qui le rend perméable au discours de collaboration, une fidélité qui se croit noble, une fidélité qui se croit lucide, et qui en réalité est une forme d'aveuglement. L'occupation, c'est aussi une accélération morale. Ce qui en temps normal aurait été une dérive lente devient en quelques mois un dossier qui s'épaissit, un dossier fait de textes, de déclarations, de fréquentations, de gestes, et ce dossier, après la libération, sera relu avec une froideur judiciaire. Chaque phrase deviendra une pièce, chaque nuance deviendra une circonstance aggravante, parce qu'elle aura servi à rendre l'inacceptable présentable. On pourrait croire que l'écrivain de la retenue aurait au moins évité l'emphase. Mais l'emphase n'est pas toujours dans le style, c'est dans le choix du cadre. Quand on accepte de parler dans un espace contrôlé, quand on accepte d'être vu là où l'on ne devrait pas être, on fait déjà une déclaration, même si l'on parle doucement, même si l'on parle de littérature, même si l'on parle d'amour. Le contexte avale le contenu. Le décor dévore la phrase. Et pendant que certains risquent tout pour imprimer quelques pages clandestines, pendant que d'autres cachent des amis, des voisins, des inconnus, pendant que des réseaux se forment et se brisent, pendant que la peur devient une seconde peau, la vie littéraire officielle continue de produire des événements, des rencontres, des voyages. Une France de papier, une France de salon, une France qui veut croire qu'elle reste elle-même. Cette France-là, l'histoire la jugera durement, et Chardon, par ses choix, se retrouve associé à elle. Il y a aussi dans ces années une fascination pour l'idée d'une Europe réorganisée. Une idée qui, dans certains milieux intellectuels, peut paraître moderne, presque rationnelle, dépasser les nationalismes, construire un continent ordonné. Mais sous l'occupation, cette idée est capturée, instrumentalisée, transformée en justification de la domination allemande. Et ceux qui s'y accrochent peuvent se dire qu'ils pensent à long terme, qu'ils sont réalistes, qu'ils évitent le romantisme patriotique. Ils se donnent le beau rôle, celui du sage, celui qui comprend l'inévitable, celui qui préfère l'alliance à la ruine. Le mot « alliance » encore. Toujours lui. Dans Épithalame, l'alliance est un anneau, un cercle, une promesse. Dans les années 40, l'alliance devient une stratégie. Et la stratégie, quand elle se trompe de camp, devient une faute. Une faute d'autant plus lourde qu'elle est commise au nom de la raison. À mesure que la guerre avance, le vernis craque. Les nouvelles du front de l'Est, les bombardements, les réquisitions, le STO, les rafles, les exécutions d'otages, tout cela rend plus difficile la fiction d'une occupation supportable. La violence devient trop visible. Même ceux qui voulaient ne pas voir finissent par entendre. Et c'est là que se mesure la profondeur d'un aveuglement. Non pas au début, quand tout est confusion, mais quand les signes s'accumulent et qu'on continue malgré tout. Chardon, dans cette période, ne bascule pas soudainement. Il persiste, il reste dans une posture où l'on croit défendre la culture, la civilisation, la mesure, alors qu'on participe à un système qui détruit précisément ce qu'il prétend sauver.
La civilisation n'est pas une nappe blanche et des phrases bien tournées. La civilisation, c'est aussi la protection des faibles, la dignité des personnes, la liberté de conscience. Et quand ces choses-là sont piétinées, la belle prose ne suffit pas à laver les mains. La fin de l'occupation approche comme un changement de pression dans l'air. On le sent avant de le voir. Ces rumeurs deviennent plus insistantes. Les regards changent. Ceux qui étaient idiots sûrs d'eux deviennent nerveux. Ceux qui se taisaient deviennent plus audacieux. Les alliances se réajustent. On commence à préparer l'après. Et l'après, pour ceux qui ont parlé trop fort du mauvais côté, est une menace. La libération n'est pas seulement une fête. C'est aussi une colère qui cherche des noms, des visages, des responsabilités. On veut comprendre comment on a pu en arriver là. On veut punir, on veut purifier. L'épuration, dans le monde intellectuel, a ses tribunaux officiels et ses tribunaux informels, commissions, interdictions, listes noires, exclusion des journaux, rupture d'amitié, silences organisés. La littérature, qui était un tribunal symbolique, devient un tribunal réel, et les écrivains, habitués à juger, se retrouvent jugés. Pour Chardon, le choc est brutal. L'homme qui avait construit sa carrière sur la reconnaissance des pairs, sur la centralité dans les réseaux, se retrouve mis à l'écart. La sanction n'est pas seulement juridique ou administrative, elle est sociale, elle est littéraire, elle est une fermeture de porte. Et dans ce monde où l'on entre par les portes, la fermeture est une condamnation. Ce qui est terrible, c'est que la disgrâce ne touche pas seulement l'homme public, elle rejaillit sur l'œuvre. On relit Épithalame, on relit les livres de la nuance, et l'on se demande, comment cette finesse a-t-elle pu cohabiter avec une telle cécité? Comment celui qui comprenait si bien les mécanismes de l'orgueil n'a-t-il pas vu l'orgueil monstrueux d'un régime? Comment celui qui décrivait si bien les mensonges conjugaux n'a-t-il pas reconnu le mensonge politique? La question brûle, parce qu'elle touche à une croyance française, celle que la littérature rend meilleure. Et là, soudain, la littérature ne rend pas meilleure. Elle rend parfois plus habile à se justifier. On imagine Chardon, après 1944, dans un silence différent de celui qu'il aimait. Un silence non pas choisi, mais imposé. Un silence où l'on entend, derrière les murs, les conversations qui continuent sans vous. Un silence où l'on sent que le nom, autrefois passeport, est devenu un fardeau. Le pseudonyme, qui protégeait, ne protège plus. Il est identifié, il est catalogué. Il est associé à une période que la France veut à la fois oublier et condamner. Et pourtant, même dans la disgrâce, il reste écrivain. Il reste cet homme qui croit à la phrase comme à une forme de tenue. Il peut se dire qu'on le juge mal, qu'on simplifie, qu'on ne comprend pas la complexité des années de noir. Il peut se dire qu'il a voulu sauver quelque chose. Beaucoup se le disent, et parfois, ils le croient sincèrement. La sincérité, ici, n'innocente pas. Elle ajoute une couche de tragique, on peut se tromper de bonne foi. Et la bonne foi ne ressuscite personne. Ce qui s'est joué entre 1940 et 1944, pour Chardon, c'est la collision entre deux compétences. La compétence de l'intime, brillante, précise, presque chirurgicale. Et l'incompétence face au politique, ou plutôt cette croyance que le politique n'est qu'une extension de la morale privée, qu'il suffit d'être raisonnable pour être du bon côté. Or l'histoire ne récompense pas toujours les raisonnables. Parfois, elle les utilise. Dans les années d'occupation, la chambre close n'a pas disparu. Elle a simplement changé de fonction. Elle n'est plus seulement le lieu où l'on observe les sentiments. Elle devient le lieu où l'on se protège, où l'on se raconte des histoires, où l'on transforme la peur en théorie, où l'on transforme la compromission en prudence. La phrase courte, la phrase propre, la phrase qui ne déborde pas, devient une manière de ne pas dire.
une manière de contourner, une manière de rester fréquentable. Et c'est ainsi que l'écrivain du mariage, de l'alliance intime, se retrouve pris dans une autre alliance, plus vaste, plus sale, plus lourde. Une alliance avec l'époque, une alliance avec ceux qui tiennent la rue, une alliance qui, au moment où elle se signe, ressemble à une stratégie de survie ou à une politique de civilisation, et qui, au moment où elle est relue, ressemble à une trahison. Quand la guerre se termine, les survivants veulent donc des lignes nettes, ils veulent des héros et des coupables. La réalité, elle, est pleine de zones grises, mais certaines zones grises sont plus sombres que d'autres. Chardon, par ses actes publics et ses engagements intellectuels, se retrouve dans la zone qui ne pardonne pas, et la France littéraire, qui l'avait porté, le lâche, parce qu'elle doit se laver, parce qu'elle doit se reconstruire, parce qu'elle doit raconter une histoire où la culture française n'a pas été complice, ou pas trop. Le paradoxe, au fond, est là, dans cette image. Un homme capable de décrire avec une exactitude presque cruelle la manière dont un couple se ment pour préserver la paix, et qui, face à l'histoire, participe à un mensonge collectif pour préserver une idée de l'ordre. Le mariage, chez lui, était un pacte fragile. La politique, pour lui, devient un pacte fatal. Et l'anneau, cette fois, serre trop fort. Après 1944, il n'y a plus de pénombre confortable. Il y a une lumière crue, presque médicale, celle des lendemains où l'on ouvre les tiroirs, où l'on ressort les journaux, où l'on relit les signatures comme on relit des aveux. Paris change de bruit. Les bottes ne sont plus les mêmes, les drapeaux non plus. Mais la ville garde dans ses murs une fatigue épaisse, une odeur de suie, de papier humide, de caves trop longtemps fermées. On fête, oui. On s'embrasse, on chante, on se venge. Et, dans le même mouvement, on dresse des listes. Pour un écrivain, la liste, c'était une forme de mort. Pas la mort physique, pas encore. La mort sociale. La mort symbolique. Celle qui vous retire le droit d'être entendu. Chardon, qui avait vécu de réseaux, de revues, de dîners, de cette circulation invisible où un nom ouvre une porte avant même qu'on frappe, se retrouve soudain avec un nom qui ferme. Le pseudonyme, autrefois masque élégant, devient étiquette. Jacques Serge Chardon n'est plus une signature de styliste, c'est une pièce dans un dossier. Et le dossier, dans ces années-là, n'est pas une métaphore. Il y a des commissions, des comités, des enquêtes, des auditions, des décisions d'interdiction. La France libérée veut se refaire une colonne vertébrale. Elle la cherche dans la justice, dans l'exemple, dans la punition. Et la littérature, qui s'était tant aimée comme royaume de l'irresponsabilité raffinée, découvre qu'elle a un corps, qu'elle a des conséquences, qu'elle a des victimes. L'épuration intellectuelle n'a pas la même forme que l'épuration judiciaire, mais elle a sa violence propre. Elle ne vous envoie pas forcément en prison. Elle vous retire le papier, l'accès aux journaux, la possibilité d'être publié dans les lieux qui comptent. Elle vous retire la conversation. Et pour un homme comme Chardon, la conversation n'est pas un divertissement. C'est un organe vital. Il a écrit dans une langue de salon, de chambre, de demi-aveu. Il a vécu dans une société où l'on existe parce qu'on est cité, parce qu'on est invité, parce qu'on est lu par ceux qui lisent. Après 1944, il reste la lecture, mais elle devient clandestine à sa manière. On lit Chardon en baissant la voix, comme on prononce un nom qui gêne. Il y a, dans l'après-guerre, une mécanique implacable. La mémoire se fabrique en même temps que la reconstruction. On rebâtit des ponts, des gares, des immeubles. On rebâtit aussi un récit national. Et ce récit a besoin de clarté. Il a besoin d'une France résistante, d'une France digne, d'une France qui, même vaincue, n'a pas consenti. La réalité est des plus complexes, mais la complexité, dans les années de ruine, ressemble à une insulte,
On veut des repères, on veut des noms à sauver et des noms à sacrifier. Chardonne tombe du mauvais côté, et il y reste. Ce basculement est d'autant plus brutal que, dans le monde des lettres, la sanction n'est pas seulement morale, elle est matérielle. Un écrivain vit de ses éditeurs, de ses tirages, de ses chroniques, de ses droits, de ses relations. Quand les journaux vous ferment leurs colonnes, quand les maisons d'édition hésitent, quand les libraires ne mettent plus votre livre en vitrine, ce n'est pas seulement votre réputation qui s'effondre, c'est votre quotidien. Le bureau, la lampe, la pile de feuilles. Tout cela dépend d'un circuit. Et le circuit, désormais, vous considère comme toxique. Chardonne n'est pas le seul, mais il est un cas particulièrement irritant pour l'époque, parce qu'il n'a pas l'excuse de l'emportement. Il n'a pas été un tribun hystérique. Il a été précisément ce que l'occupation aimait exhiber. Un homme de mesure, un moraliste, un styliste. Et c'est cela qui rend la faute plus difficile à digérer. La France peut pardonner à un fanatique d'avoir été fanatique. Elle pardonne moins facilement à un homme de nuance d'avoir rendu l'inacceptable fréquentable. La nuance, ici, n'est plus une qualité. Elle devient un instrument. Alors on relit tout, on relit les textes de guerre, les articles, les déclarations, les présences. On relit aussi les romans d'avant, et c'est là que le malaise s'installe, comme une poussière fine qui s'infiltre partout. Parce que les romans de Chardonne, et particulièrement Épithalame, sont des machines à comprendre l'intime. Ils savent dire tout des pactes silencieux, des arrangements, des renoncements polis. Ils savent en son comment un couple se maintient, en évitant les mots qui fâchent. Ils savent comment on préfère une paix fausse à une vérité qui casse. Et soudain, cette science du compromis sentimental ressemble à une préfiguration, ou pire, à une école de complaisance. Épithalame, en 1921, c'était l'union, la promesse, la chambre où l'on se dit qu'on va tenir. Après 1944, le mot épithalame sonne autrement. Il évoque un mariage avec l'époque, un pacte signé sans en lire les clauses, une alliance qui, au moment où elle se conclut, paraît raisonnable, presque nécessaire, et qui, au moment où elle est jugée, apparaît comme une capitulation. Le mariage, chez Chardonne, n'est jamais un feu d'artifice, c'est une institution fragile, une discipline, une économie des sentiments, et c'est précisément cette vision disciplinée qui, transposée aux politiques, a pu glisser vers l'idée qu'il faut tenir, coûte que coûte, préserver la forme, sauver la maison, même si la maison est occupée. Dans l'immédiat après-guerre, il y a aussi la faim, pas seulement la faim de pain, même si elle existe encore, avec les tickets, les fils, les hivers qui mordent, la faim de justice, la faim de pureté, la faim de recommencer. Et cette faim-là ne supporte pas les explications trop longues. Elle ne supporte pas les « vous comprenez, c'était compliqué ». Elle veut des gestes simples, des condamnations, des exclusions, des repentirs. Chardonne, lui, n'est pas un homme de repentir spectaculaire. Il n'a pas le tempérament de l'aveu public, de la confession sur la place. Il est de ceux qui se justifient par la tenue, par la continuité, par la phrase. Il peut se dire qu'on le caricature, qu'on le juge sans nuance, qu'on confond des intentions et des effets. Il peut se dire qu'il a voulu défendre la culture française, la langue, une certaine idée de l'Europe. Il peut se dire qu'il a été réaliste. Et il y a, dans cette posture, quelque chose de profondément chardonnien, la conviction que la raison, même froide, même sèche, finit par être une vertu. Sauf que l'après-guerre ne récompense pas cette vertu-là. Il la soupçonne, il la déteste même, parce qu'elle ressemble à une élégance de coupable. La mise à l'écart se fait par petites humiliations et grandes portes closes. On ne vous invite plus, on vous salue moins, on vous cite avec précaution, ou on ne vous cite pas. Les jeunes OJ, les jeunes écrivains,
Ceux qui arrivent avec la libération ont besoin de pères à abattre. Ils ont besoin de se distinguer. Et Chardon, avec son classicisme moderne, sa morale bourgeoise, son passé compromis, est une cible idéale. Il incarne à la fois un style admirable et un monde moralement suspect. On peut le condamner sans risquer de paraître inculte, parce qu'on reconnaît son talent tout en le rejetant. C'est une condamnation confortable. Dans les cafés, dans les bureaux d'éditeurs, dans les couloirs des journaux, on parle de lui comme d'un cas. Un cas Chardon. Le mot cas est terrible. Il transforme un homme en dossier clinique. Et l'homme, lui, continue de vivre, de marcher, de lire, d'écrire peut-être. Mais il sent que la société des lettres, cette société qu'il avait servie et qui l'avait servi, a changé de règles. Avant, on pouvait être cynique, mondain, conservateur, et rester au centre si l'on écrivait bien. Après 1944, écrire bien ne suffit plus. Parfois, écrire bien aggrave. Il y a une autre dimension, plus intime, plus sourde, la honte. Pas forcément la honte reconnue, pas forcément la honte avouée. Une honte qui se manifeste par l'irritation, par le ressentiment, par le sentiment d'injustice. Parce que l'homme qui a été mis au banc se vit souvent comme victime d'une époque qui a besoin de boucs émissaires. Il se dit qu'on oublie ceux qui ont fait pire, qu'on pardonne à d'autres, qu'on choisit des noms parce qu'ils sont commodes. Et il n'a pas entièrement tort. L'épuration a été inégale, parfois arbitraire, parfois instrumentalisée. Mais cette part de vérité ne lave pas la faute. Elle la rend seulement plus humaine, plus triste, plus emmêlée. Chardon se retire. La géographie compte. Il meurt à la Frette-sur-Seine. Et ce nom, déjà, dit quelque chose. La Seine, la banlieue, un Bordeaux, une distance de Paris sans être l'exil, un retrait à portée de la capitale, comme si l'on voulait rester proche du centre tout en acceptant qu'on n'y est plus. La maison, le jardin peut-être, les saisons qui passent, la lumière sur le fleuve, les bruits midons moins agressifs que ceux des boulevards. On imagine un homme qui a toujours aimé les intérieurs, les pièces où l'on contrôle l'atmosphère, et qui se retrouve à vivre dans un intérieur agrandi par le silence social. Et pourtant, il continue d'écrire. C'est là le point qui dérange les moralistes de la morale. L'écrivain, même déchu, reste écrivain. Il n'a pas d'autre métier. Il n'a pas d'autre manière de se tenir debout. La phrase devient une canne fragile, une canne qui ne vous rend pas votre place, mais qui vous empêche de tomber tout à fait. Le retour, s'il existe, ne peut être qu'un retour par les livres, pas par les honneurs, pas par les institutions, pas par les grandes tribunes, par les marges, par des éditeurs qui acceptent encore, par des lecteurs fidèles, souvent discrets, parfois coupables, eux aussi, qui continuent de chercher dans cette prose une précision introuvable ailleurs. Car il y a une injustice paradoxale. On peut condamner l'homme et continuer d'être saisi par l'écrivain. On peut détester ce qu'il a représenté et reconnaître que sa phrase a une netteté rare, une capacité à saisir le tremblement d'un sentiment, la petite lâcheté quotidienne, la fatigue d'aimer, la manière dont une politesse devient une arme. C'est là que la psychologie des sentiments prend une couleur nouvelle. Avant la guerre, elle était un art de l'observation, une morale de l'intime, presque une hygiène. Après la guerre, elle devient un miroir cruel. Si Chardon comprend si bien les mécanismes de l'auto-illusion dans un couple, comment ne pas voir qu'il a pu s'auto-illusionner lui-même, politiquement, avec la même finesse? La psychologie, chez lui, n'est pas un vaccin. C'est un outil. Et un outil sert à ce qu'on veut. Il peut éclairer. Il peut aussi rationaliser. Il peut donner à une faiblesse l'apparence d'une décision. Dans les années 50, la France change encore. Elle se modernise, elle consomme, elle se motorise, elle se décolonise dans la douleur. Les débats se déplacent. L'occupation reste une plaie
mais une plaie qui se recouvre d'une peau fragile, prête à se rouvrir au moindre choc. Et dans ce nouveau paysage, Chardonne est comme un meuble ancien, qu'on n'ose pas jeter parce qu'il est beau, mais qu'on ne veut plus mettre au milieu du salon. On le garde dans une pièce à part. On le montre à quelques amis. On le recouvre parfois d'un drap. La fenêtre de réhabilitation, si elle a existé, se referme à mesure que se fixe le récit collectif. Plus le temps passe, plus les positions se durcissent. Les morts deviennent des symboles, les survivants deviennent des témoins, les compromis deviennent des crimes. Et l'on comprend alors une chose terrible. La postérité n'est pas un tribunal équitable. Elle est un tribunal qui a besoin de cohérence. Elle simplifie pour se souvenir. Elle tranche pour transmettre. Elle transforme des vies complexes en leçons. Chardonne, dans cette logique, reste un nom clivé. D'un côté, le styliste majeur, l'artisan d'une prose de la retenue, le moraliste moderne qui a su, mieux que beaucoup, décrire la comédie sérieuse des sentiments. De l'autre, l'écrivain compromis, celui dont les gestes publics pendant l'occupation ont rendu sa position moralement indéfendable aux yeux de l'après-guerre. Et ce clivage n'est pas seulement un jugement, c'est une manière de protéger la littérature elle-même. Car si l'on admettait trop facilement que le talent et la faute peuvent cohabiter, on serait obligé de renoncer à une croyance confortable, celle que la beauté de la phrase élève l'âme. Or, Chardonne prouve le contraire, ou plutôt, il prouve quelque chose de plus inquiétant. La beauté de la phrase peut cohabiter avec une cécité, et parfois même l'accompagner, en lui donnant une allure de sagesse. La phrase courte, la phrase nette, la phrase qui semble dire « je vois clair » peut devenir un rideau bien repassé, un rideau de bonne maison. On revient alors à cette chambre close, à ce laboratoire de l'intime. Chez Chardonne, la chambre est un lieu de vérité feutrée. On y entend le moindre soupir, on y voit la moindre hésitation, on y mesure la distance entre deux êtres à la façon dont il se passe un objet. Après 1944, la chambre devient aussi un lieu de défense. On s'y replie, on s'y raconte qu'on a été mal compris, on s'y persuade que l'histoire est injuste, que les vainqueurs écrivent toujours la morale. Et l'on peut, dans cette chambre, continuer d'écrire des pages admirables sur la délicatesse des sentiments, tout en restant incapable de regarder en face ce que l'on a cautionné. Le paradoxe ne se résout pas, il s'épaissit. Car la faute politique, chez un écrivain, n'est pas seulement une faute de citoyen, elle contamine la lecture, elle change la température des phrases. Un mot comme « ordre » chez Chardonne n'est plus un simple mot. Il devient suspect. Un mot comme « mesure » n'est plus une vertu évidente. Il peut être entendu comme une manière de ne pas choisir quand il fallait choisir. Un mot comme « civilisation » n'est plus un idéal. Il peut sonner comme une justification. Et même l'amour, même le mariage, même l'alliance intime, prennent une teinte plus sombre. On se demande si l'art de tenir un couple, chez lui, n'est pas aussi l'art de tenir une façade. Et pourtant, il y a des lecteurs qui reviennent. Toujours. Parce que la littérature n'obéit pas entièrement à la morale publique. Parce qu'un livre, quand il est réussi, continue de parler à des zones de l'expérience humaine que les tribunaux ne savent pas juger. Parce que la jalousie, la lassitude, la tendresse, la peur de vieillir, la honte d'aimer moins, tout cela existe en dehors des grands récits historiques. Chardonne a su écrire ces choses avec une précision qui traverse les décennies, et c'est précisément ce qui rend son cas si inconfortable. On ne peut pas le balayer d'un revers de main sans perdre quelque chose de la littérature française elle-même. La fin de vie, à la Frette-sur-Seine, se déroule dans un pays qui a déjà commencé à oublier certains détails et à en sacraliser d'autres. 1968 approche, avec ses cris, ses pavés, ses slogans, son rejet des hiérarchies. Chardonne meurt le 29 mai
1968, au moment même où la France est secouée par une révolte qui vise, entre autres, le monde dont il était issu, le monde des notables, des moralistes, des autorités, des disciplines. Coïncidence de calendrier, ironie de l'histoire, l'homme qui avait cherché l'ordre s'éteint pendant que l'ordre vacille. Il laisse derrière lui une œuvre et une ombre. Une œuvre qui continue d'enseigner la finesse, la retenue, l'art de dire sans crier. Une ombre qui rappelle que la finesse n'empêche pas la faute, que la retenue peut servir de masque, que l'intelligence des sentiments ne garantit pas l'intelligence du siècle. Et le mariage, encore, comme un refrain obstiné. Dans Épithalame, on promet, on s'unit, on se lie. Dans la vie réelle, on s'est lié aussi, par des paroles, par des présences, par des silences. Certaines alliances sauvent, d'autres condamnent, et parfois, le plus terrible, c'est qu'on ne sent la différence qu'après coup, quand l'anneau a déjà serré, quand la peau a déjà marqué, quand la phrase, si belle soit-elle, ne peut plus défaire ce qu'elle a aidé à rendre acceptable.